Bonjour et bienvenue au webinaire Exporter en France. Je me nomme Christy Doucette, gestionnaire des programmes à Livre Canada Books. La présentation prendra environ 1 heure et nous aurons du temps à la fin pour vos questions. Vous pourrez les poser par la fonction de questions et réponses dans WebEx. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Nous les garderons pour la période de questions à la fin. Si vous avez des questions à propos du système WebEx, je vous invite à m'envoyer un message direct via la fonction chat. Je suis donc très heureuse de vous présenter aujourd'hui votre animatrice Nikki Atanasi. Après des études de droit spécialisées en droit d'auteur, ainsi qu'une formation professionnelle au métier de l'édition, Nikki a été responsable du service des sessions de droit des éditions de Noël de la groupe Gallimard pendant 10 ans. Elle a créé l'agence Mon Agent et compagnie en octobre 2010. Donc, bienvenue Nikki et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup Christy, bonsoir à tous, bonjour à tous, pardon, en France il est en fin de journée. Nous subissons un gros orage, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure et merci de prévenir Christy par le chat si jamais vous ne m'entendez plus. Merci Christy pour ta présentation aussi, je vais essayer d'être claire et précise et j'espère qu'il y aura des questions effectivement à la fin sur les différents secteurs que nous allons aborder ce soir. Donc, voici les 5 points principaux, les 5 parties principales que je vais voir avec vous. Une courte présentation de l'agence. Christy vous a déjà donné mon parcours personnel. Une présentation du marché français du livre. Je dis ça avec le sourire parce que une présentation en 1 heure exhaustive à elle seule ne suffirait pas, mais je vais essayer de vous le présenter avec, j'avoue, une petite partie pas subjective, mais résultant de mes 18 ans d'expérience dans ce milieu. Les méthodes de prospection et de négociation qui me serviront de résumé, de rappel en préparation de la foire de Francfort, bien sûr. Vous êtes bientôt invité d'honneur et c'est notre tour cette année en France. Ces méthodes vous parleront sûrement si vous faites des droits étrangers et des achats déjà, mais elles me permettront surtout de vous présenter les spécificités, ce que je pense être les spécificités du marché français par rapport aux vôtres. Les spécificités sont doubles et dans les deux sens. Voilà, et on verra également quelques points de contrat qui me permettront la même chose. Je vais donc passer assez rapidement à la présentation de mon agence que j'ai créée en 2010. C'est une envie, c'est pas pour ça que j'ai quitté le très prestigieux groupe Gallimard où j'ai vraiment eu 10 années merveilleuses dans un service assez gros où j'ai dirigé jusqu'à 6 personnes. Le service des droits, on en reparlera tout à l'heure, dans les maisons d'édition françaises, c'est un service très important. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'élargir l'activité? C'est justement que c'est un service qui donne le goût des auteurs. On est souvent la mémoire d'une maison d'édition où les auteurs vivent chez nous alors qu'ils n'ont même plus d'actualité ou de livres disponibles en grand format. C'est pour ça que j'ai un petit peu élargi nos services aux artistes en direct et aux auteurs en direct. À part ça, on continue à représenter avec Milena, dont vous avez le petit picto et qui vient de la librairie. C'est quelque chose de très important pour moi, qui est italienne, donc on est vraiment dans l'international. C'est quelque chose d'important, je pense, pour notre métier, la vision très élargie. J'ai vu que vous étiez un panel très différent de gens, des éditeurs et des officiels, ce qu'on appelle comme ça. C'est quelque chose de très important dans l'échange de droits, l'échange de livres, parce qu'il faut savoir regarder les marchés avec un œil très nouveau. Donc, nous représentons une quinzaine d'éditeurs pour leurs droits étrangers en général et en particulier. Ça va jusqu'au droit cinéma et aux droits, nous, qu'on appelle les droits France, les droits poche et club. Ces éditeurs, et parmi eux, et c'est pour ça que j'aurai peut-être souvent des exemples venant de mon expertise depuis 6 ans, 7 ans au titre de l'agence, on représente aussi 4 éditeurs québécois de langue française. Donc ça m'a donné une vision, enfin, j'étais tombée en amour avec votre pays il y a bien longtemps, mais voilà, j'ai une vision très professionnelle maintenant et j'y suis directement liée avec beaucoup de plaisir.
Voici et puis Magali qui n'a pas encore son picto, la pauvrette, qui est notre super attachée de direction, qui fait le lien, Christy en est témoin, avec tous ces pans différents, on fait aussi un petit peu de conseils, et donc moi j'enseigne depuis très longtemps. Je crois que j'ai même commencé avant l'édition, et notamment le droit et les marchés culturels. Et Magali vient de l'événementiel, ce qui est très cohérent. Nous allons passer au vif du sujet. Je crois que on ne pose pas question dès maintenant, donc je poursuis. La présentation du marché français, je l'ai faite en 3 points. Le dernier va peut-être vous surprendre, il aurait pu être une grosse partie, mais non. L'état du marché français avec quelques enjeux, des chiffres et à nouveau des avis de l'intérieur. Évidemment, une présentation des principaux groupes d'édition. Mais là encore, il me sera absolument impossible d'être exhaustive ou ni très très précise. Par contre, il m'intéresse beaucoup de vous donner un point de vue assez actuel parce que j'ai pu constater de l'autre côté de l'Atlantique une vue très historique de notre marché qui parfois me dérange un petit peu, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et le troisième point est être distribué et répertorié en France. Le webinaire s'appelle Exporter en France. Je crois que le placement que j'ai fait dans mon sommaire répond déjà à une question. Je ne pense pas que ce soit un choix évident. Je pense que c'est un choix un peu dépassé, mais c'est un choix. Il est possible d'être distribué et répertorié en France, évidemment, pour vous. On en parlera un peu avec les points importants et de vigilance. Voilà pour le plan de cette partie-là. Une très bonne nouvelle, enfin une demi-bonne nouvelle, et que l'année dernière est sorti un numéro spécial de livre hebdo en 60 pages. Alors une moitié de bonne nouvelle parce que c'est qu'en anglais. Je crois que l'investissement sur ces 60 pages était tel. D'habitude, les publications livre hebdo et Bief, qui est l'équivalent français de Livre Canada Books, publient dans les 2 langues. On y tient beaucoup en France. Et là, c'est uniquement en anglais. Mais c'est très très aidant, c'est très très complet. Les acteurs modernes y sont, c'était en prévision de notre invitation d'honneur et vous voyez sur cette diapositive les différents pans que vous retrouverez dans ce guide. Christy, je pense que tu peux me répondre, mais est-ce que je mets les liens au fur et à mesure de la présentation, excuse-moi, ou est-ce que je les regroupe à la fin dans le chat? Yes. À fur et à mesure, si tu veux. Ok, alors je vais vous le mettre tout de suite, comme ça vous pourrez prendre vos notes au fur et à mesure. Je vais essayer de juste pas me mélanger les pinceaux pour la template. Et ça. Et voilà. Donc, vous retrouverez une partie des chiffres que je vous donne, présentés d'une autre façon. Je pense que pour ceux qui sont à Francfort, et c'est toujours agréable de l'avoir en papier, ce numéro sera à nouveau disponible sur le centre du Bief, où bien sûr, vous êtes tous invités d'ores et déjà à venir fêter l'invitation de la France. Passons au marché français avec une petite diapositive ennuyeuse car assez légale. Désolée. Pour rappeler quelques particularités, notamment effectivement notre environnement légal, mais aussi quelque chose d'assez nouveau, une loi assez récente. Donc je vous le disais tout à l'heure, effectivement l'industrie du livre est un secteur historique. Il y a eu des grosses mutations, on le reverra tout à l'heure avec les groupes d'édition eux-mêmes, des rachats et une redistribution des cartes. Le rappel légal, et bien sûr de nombreux pays aujourd'hui, on en a entendu parler, c'est notre fameuse loi sur le prix unique du livre, qui est appliquée dans tous les points de vente. Oui, parce que figurez-vous que même encore certains Français pensent que prix unique veut dire que tous les livres sont exactement au même prix, peu importe leur taille. C'est pour passer beaucoup de temps en librairie, des questions quasi quotidiennes. Cette loi sur le prix unique a une conséquence qui est visible à bien des égards, qui est que le libraire lui-même ne peut faire un rabais à son consommateur que de 5%, mais qu'il y a beaucoup, un peu comme chez vous aussi sur d'autres pans, de réglementation des rabais accordés aux libraires par les diffuseurs, distributeurs, et c'est très important, car ça permet notamment, on le reverra tout à l'heure, à beaucoup de points de vente intermédiaires de subsister, et même dans des petites villes. Ça fait un tissu assez important pour un territoire qui n'est pas si grand, mais où les gens sont nombreux, et où les gens sont mal répartis. Il est prouvé, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de militantisme d'abord au niveau européen, même si notre Europe est malmenée en ce moment, à bien des égards aussi. Au niveau européen, il y a un gros militantisme de l'Union européenne pour l'appliquer à tous les pays.
D'autres pays très éloignés comme Israël qui s'y est mis il y a 2 ans s'y mettent. C'est assez compliqué, mais ces vertus sont assez, encore une fois, établies. Vous avez ici une petite note sur l'inflation. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est établie en créativité. C'est vrai que chez nous, un auteur ou un artiste, même, ça ne s'applique pas qu'à l'édition, est censé connaître d'avance l'assiette de sa rémunération, c'est-à-dire l'assiette de ses royalties, la base sur laquelle va être fixé son prix, qui n'est déjà pas très, très haut, comme on le sait tous. Donc je pense que c'est quelque chose qui est rassurant pour la création elle-même. Voilà. En 2014, la France, pour le coup, n'a pas été très bonne élève, enfin moi je trouve, en tant que juriste, en tant qu'acteur culturel, a enfin été établie une loi sur les droits numériques. En fait, cette loi a été le résultat de 4 ans de travail entre les syndicats d'auteurs et d'éditeurs. Les auteurs se sont beaucoup professionnalisés et beaucoup rassemblés, fédérés, voilà, excusez-moi, ces 10 dernières années. Il en résulte quelque chose d'assez équilibré sur les nouvelles règles du jeu, quelque chose d'assez moderne, des durées réévaluables, etc. Ce qui fait que les auteurs sont assez protégés et ont le choix, en réalité, en France, de céder ou non leurs droits numériques. À nouveau, même s'il y a eu des hésitations, les éditeurs eux-mêmes ont fait l'erreur au départ de fixer le prix du livre numérique à l'identique du livre papier, faisant un petit peu un amalgame mauvais de cette fameuse loi sur le prix unique. Mais en tout cas, le livre numérique, quel que soit son canal de distribution, peut être inférieur au prix du livre papier aujourd'hui, mais est fixe partout. Voilà, ce long processus, je vous le dis en dernier point, va aboutir à une refonte complète du code de la propriété intellectuelle. Christy vous l'a dit, j'ai un parcours d'études légales et notamment spécialisé en droit d'auteur. Ce code est déjà très moderne, hein, il a été établi en 92. Sa refonte est donc souhaitable mais très rapide et je pense que ce n'est pas pour rien que le droit d'auteur est français à d'autres exceptions, comme ce fameux droit moral dont vous avez déjà entendu parler. On reparlera d'exceptions culturelles françaises tout à l'heure, que je mets entre guillemets. C'est un très bon signe et c'est pas pour rien qu'il peut être en tout cas une base de travail pour d'autres pays. Quelques chiffres maintenant, après les aspects. J'ai toujours envie de demander, pardon, comme si vous étiez tous en face de moi, si je vais pas trop vite. Mais voilà, je l'ai demandé sans le demander, je suis un peu maladroite. C'est mon premier webinaire, excusez-moi. L'état du marché en quelques chiffres, ces données statistiques que je cite ici sont malheureusement pas accessibles gratuitement. Elles sont vendues par le SNE chaque année, mais je vais quand même vous mettre le lien, excusez-moi, un instant, et hop, du site du syndicat national de l'édition, qui est un site qui regroupe quand même pas mal d'infos. Merci Isabelle pour ton commentaire. Pourra vous donner quelques autres liens utiles, quelques chiffres mis à jour en résumé, même si les données statistiques complètes sont accessibles de façon payante. Voilà. Une des particularités du marché français, c'est ce nombre de structures qui publient des livres, notamment le nombre d'indépendants. Hors groupe, ils sont très nombreux, certains ne font que 2 livres par an, mais ils existent. Alors évidemment, ces structures sont nouvelles au sens où leurs gens n'en vivent pas, mais quand même, seulement 1000 vivent de leur activité. La production augmente, j'avoue là-dessus que les Français ont mis le temps, mais on fait un petit peu l'effort. La voilure, parce qu'il y a eu une folle période d'inflation au début des années 2000, sans doute liée comme pour tous les pays, à la surenchère et à la modernisation des moyens de production. Les chiffres en France, malgré les râleries des éditeurs, mais qui sont des grands râleurs devant l'éternel, ils sont double râleurs, ils sont français, n'oublions pas, c'est quelque chose que le français n'assume pas, mais que je revendique et constate tous les jours. C'est pas si pire, comme vous diriez, et franchement, ça se maintient. Le livre est toujours le cadeau préféré des Français, les Français lisent pas mal, et le chiffre en librairie est assez stable.
Une autre des petites particularités françaises, il faut le citer ici, sur le dernier point qui est le chiffre d'affaires, même si la vente de livres représente toujours 95% des revenus, il y a tout de même ces cessions de droits et la tradition des agents. Bon, d'accord, je suis un contre-exemple, mais on en reparlera tout à l'heure. La tradition des agents est moins importante, donc les éditeurs chez nous ont beaucoup évidemment de droits annexes et s'en servent. Évidemment, la langue française, après la langue anglaise, s'exporte très bien, donc on bénéficie de toutes ces choses-là. Et la tradition des services de cession de droit est très établie dans les maisons d'édition depuis l'après-guerre, donc on a une vraie tradition de ce pan professionnel. Voici, pour l'instant, il est tout de même à noter, si je voulais quand même vous noter que chez nous, le livre de poche représente seulement 14% des ventes et le numérique seulement 7%. On en reparle, le livre numérique, on ne sait pas que, bien pris. Notre réseau de libraires est justement très fort et un petit peu fait blocage au début des années 2000. En tout cas, les éditeurs se sont auto-bloqués et ne sont pas très forts en droit numérique. On en reparlera. Une autre diapositive assez chiffrée, j'espère qu'elle est lisible, je pense qu'en plein écran oui, parce que moi je ne suis pas en plein écran, sur nos chiffres. Ici j'ai une toute petite mise à jour plus récente, les chiffres ne sont pas encore publiés mais j'ai pu les avoir. Mais ça ne change pas, c'est assez stable, la littérature tient toujours le dessus du panier. La jeunesse a pris un véritable essor et est régulièrement ici avec les livres pratiques depuis maintenant une dizaine d'années de façon très stable. Vous voyez que le panel de tête, si on prend les 5 premiers, moi je trouve ne sont pas très surprenants. La religion et l'ésotérisme chez nous ne prend pas bien, des petites variations suivant les périodes sociales, mais c'est quelque chose en gros recul. Voilà, quant aux arts et aux beaux livres, la France a une position moyenne, mais qui est aussi due à sa production, du moins je le pense. Nos voisins européens sont bien plus doués et publient dans toutes les langues. Ouais. À nouveau, vous les avez, en tout cas dans le résumé, sur le site du SNE et sont accessibles chaque année. On va passer, en rentrant un peu dans la précision, à numérique. Donc l'essor est stable maintenant. On est entre 6 et 7% chaque année. Après, évidemment, au début, des évolutions qui sont montées jusqu'à plus de 60-70%. C'était normal, on est parti de très très bas parce qu'il y a eu une vraie recherche d'exclusivité de canal de distribution, enfin de modélisation d'une espèce d'exclusivité comme ça, et notamment avec les libraires, et ça a beaucoup freiné la mise en vente, enfin la mise en branle de cet essor. Moi, je trouve que l'évolution et la vente, évidemment, du marché français n'est pas satisfaisante. Si vous regardez, si vous fouillez d'un peu plus près, le web vous donnera plein d'exemples, certaines maisons sont très douées, très inventives. Vous pourrez constater qu'à de rares exceptions près, il s'agira souvent de petits indépendants qui du coup misent tout là-dessus, ou de pure players, même s'il y en a de moins en moins. Parce qu'en réalité, nos grosses structures, les mastodontes qu'on verra tout à l'heure, sont très peu souples sur la question des droits numériques, sont assez empêtrés dans des problèmes internes, même en termes de fabrication et informatique. Je donne souvent l'exemple quand je parle de tout ça. La plupart des webmasters de grandes maisons sont incapables de bien régler les pare-feux des maisons, et donc les collaborateurs n'ont accès qu'au site de leur propre maison, ce qui est quand même pas très pratique pour travailler. Un éditeur doit pouvoir faire des recherches sur Internet, etc. Et tout est bridé, ils n'ont pas Skype, ils peuvent pas avoir de cloud, etc. etc. Donc c'est assez problématique. Évidemment, accueillir le livre numérique et surtout des services marketing dédiés à ça, puisqu'il paraît assez évident aujourd'hui que c'est vraiment une façon différente de vendre du livre, c'est assez compliqué. Voilà. C'est pas que le français n'est pas connecté, le français, je crois, tiens, je n'ai pas cette info, désolé, raisonnablement connecté, mais voici. Donc, le grand public a tendance à baisser, on n'est pas très doué, ça ne représente pas beaucoup
de marge. Par contre, et évidemment, les sciences humaines et sociales tiennent le haut du chapeau en livre numérique. Les éditeurs Soigna, c'est ça, et la littérature, pas du tout. Les pure players, encore une fois, font des essais. Il y a une tentative en France, on ne peut pas dire que c'est du numérique, mais c'est du micro-reading, qui s'appelle Short Edition. Je vous enjoins à aller les voir. C'est vraiment un modèle de pure player, mais avec quand même des petites bornes. Leur topo à eux, c'est de choisir sa publication numérique en fonction de son temps de lecture. Voilà pour cette partie. J'ai une conclusion un peu élargie, c'est vrai, mais c'est pour vous montrer que les Français ne sont pas pessimistes ou que râleurs. Ma conclusion à moi, c'est que le livre résiste un peu mieux chez nous que les autres industries de biens culturels. Il met d'avis que c'est un effet évident du prix unique du livre. Pour la petite histoire, le ministre Jack Lang, on appelle ça la loi Lang, à l'époque avait cherché à emmener les autres industries culturelles avec lui, mais la vidéo était en plein essor et n'a pas vu arriver le numérique. La musique, le CD était en plein essor et n'a pas vu arriver le numérique non plus. Et voilà, nous on a à peu près mieux résisté qu'eux et nos points de vente avec. Je vous enjoins là-dessus à aller voir un autre site qui s'appelle francecreative.org. Vous pouvez télécharger beaucoup d'infographies dessus. Excusez-moi, il y a 3 ans d'infographie et d'études maintenant. C'était une double étude ministère de la Culture et ministère de l'Économie, qui est vraiment chiffrée, très documentée, et qui dit par exemple que la culture en France, ses emplois et ses emplois connexes représentent plus d'emplois et plus de PIB, c'est-à-dire plus de chiffre d'affaires, que l'industrie automobile. Et moi j'aime rappeler ça, on n'est pas des saltimbanques, on est des professionnels de la culture, et il faut se positionner comme tel et agir comme tel pour défendre notre marché et notre littérature au sens large. Voici pour ma petite conclusion de cette partie-ci chiffrée. Et nous allons donc passer à la présentation, au deuxième point du marché du livre, la présentation des différents groupes. Je vous ai mis le temps de vous en donner une autre version que citation, citer des 60 pages de livret d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. De différents acteurs culturels. Je n'ai pas eu là-dessus un choix personnel. J'ai repris leur mise en exergue parce que je trouvais que l'ensemble était intéressant dans ces pans. Et ces différentes personnes d'ailleurs sont toujours en poste. Le remixage des cartes de tous ces groupes-là, de tous ces gens-là, a été fait ces 10 dernières années. Ça a été important avec des reventes de grands groupes. Des petits indépendants rachetés par des grands groupes parce qu'en plein développement, etc. Des grands noms qui ont bougé ou qui sont partis. Et ça a enrichi ou alourdi notre histoire, je ne sais pas, mais cette période semble un petit peu, comment dire, calmée, stabilisée aujourd'hui. Mais le milieu entier a bougé, le milieu s'est élargi, notamment, j'en suis la preuve, aux agents. C'est un nouvel acteur qui a été rendu possible aussi, et tout simplement par l'effet majeur de la digitalisation de l'édition, qui est sa décentralisation. Je pense que la France a été un des rares pays centralisés vraiment sur une seule ville, au niveau de sa centralisation, et que cet effet a eu du mal à disparaître. Je pense que je n'aurais jamais pu, notamment moi je ne suis pas à Paris, créer mon agence à Paris parce que ça aurait été trop cher, et il y a 10 ans parce que il m'aurait manqué internet. Voilà. Donc voilà pour l'instant. Et voici les différents avis de ces gens dont on va reparler. Les indépendants, la French Touch, est-ce qu'ils font parler en littérature? Antoine Gallimard en parle en disant que oui, on fait toujours de l'autofiction, mais qu'on a aussi des prix Nobel à cause de leur ouverture vers le monde. Je crois que ce que noteront et ce que vous noterez dans les interviews croisées de bien des gens, d'autres gens d'ailleurs qui ne sont pas cités ici, c'est que on est très diversifié. C'est d'ailleurs quelque chose qui est noté par beaucoup d'interlocuteurs étrangers.
et parfois notre manque de spécialisation à l'intérieur des grosses maisons. C'est quelque chose qui peut choquer. Moi, c'est quelque chose que certains de mes clients québécois me disent souvent. Mais enfin, c'est très large, il n'y a pas de ligne éditoriale. Si, il y en a une, mais on est capable dans une même maison de publier un grand philosophe historique et effectivement du self-help très décomplexé. Ça a toujours été, même si les maisons d'édition à l'époque où elles étaient incarnées par leurs créateurs, c'est-à-dire vraiment personnifiées, avaient effectivement une histoire bien plus marquée. Et c'est peut-être cette histoire-là qu'il faut oublier. Aujourd'hui, c'est une industrie. Il reste 2 dirigeants familiaux à Paris, c'est peu. Ça reste une grande famille, ça n'est pas que ironique. Mais voilà, l'histoire de l'édition a changé. Voici les 10 principaux groupes français, d'où un nouvel entrant, Actes Sud. Alors Actes Sud, c'est aussi la maison de notre nouvelle ministre de la Culture. Et oui, je peux parler plus fort, beaucoup plus fort, c'est la tempête, tu crois. Est-ce que ça va comme ça? Donc voilà, Actes Sud fait son entrée. Donc ici, ce sont seulement les 10 premiers. Les CA sont évidemment très très hauts à ce niveau. Madrigal, c'est donc Gallimard et Flammarion réunis. Parce que Gallimard a racheté Flammarion il y a quelques années, après que Flammarion a été pas mal baladé. France Loisir est peut-être quelque chose qui peut vous surprendre. France Loisir qui a fini par racheter tous les autres clubs du livre dans le Grand Livre du Mois. France Loisir qui est quand même chez nous un éditeur qui est vraiment très large, qui a même ses lignes exclusives, puisqu'il y a des partenariats et certains auteurs exclusifs France Loisir maintenant. Cette répartition, vous le verrez sur un planisphère qui est la diapositive juste après, reflète aussi une capacité de rassemblement, disons-le comme ça, assez platement je trouve, mais bon, c'est dit, de ces maisons d'édition, puisque les 3 premiers, vous le verront, ont quand même un petit paquet d'éditeurs indépendants ou pas. Alors ici, j'imagine que même en plein écran, le planisphère n'est pas du tout lisible. Vous le verrez en téléchargement PDF sur le site de Livre Hebdo. Beaucoup mieux. Ici, il y a, je n'appellerai pas... Les ronds sont les... En fait, nous, dans l'édition, on s'en sert évidemment pour voir qui a racheté qui, c'est très intéressant, mais aussi dans cet énorme labyrinthe, qui distribue qui, c'est les ronds que vous apercevez, et on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Et les blocs représentent proportionnellement la taille de chiffre d'affaires. Les blocs blancs que vous voyez à gauche notamment citent les indépendants, vous pourrez vous y intéresser, notamment en vente de droits, et par qui ils sont distribués, puisque c'est évidemment aussi une jonction qu'il faut faire dans le paysage français. Je vais noter une particularité pour le groupe Hachette qui est premier, mais le groupe Hachette qui est premier, mais pas seulement à cause de son chiffre d'affaires français, évidemment. Et c'est quand même important de le noter. Excusez-moi, je tourne les pages de mes notes et je me suis un tout petit peu mélangée. Et voilà, j'ai trouvé le bon signal. Seulement 34% du chiffre d'affaires du gros bloc vert que vous voyez est fait en France, 24% aux États-Unis et 23% du côté UK. Donc tout de même, le gros bloc bleu, mes excuses, je bégaye un peu, c'est la fin de journée. C'est Editis avec beaucoup de sous-groupes à l'intérieur. Vous le voyez. Et le troisième, Média Participation en haut à gauche. Le ton au centre, Madrigal. Gallimard et Flammarion est aussi un conglomérat avec beaucoup d'indés à l'intérieur et une grosse structure de diffusion-distribution. Il serait impossible pour moi de vous détailler plus cela. Pour ceux, par exemple, qui auront la bonne idée de se rendre un jour au Salon du Livre de Paris, vous pourrez constater que nos régions françaises, au nombre de 5, sont représentées par des stands collectifs, que les indépendants, comme je le disais tout à l'heure, sont un tissu très important du paysage éditorial français, très important en nombre et très important en bonne surprise. Vous avez certainement entendu parler de pas mal de cas de figure comme Bojangles, etc. récemment. Et donc ces indépendants, beaucoup sont en région, beaucoup sont visibles sur les stands des régions, qui sont des stands à très très forte valeur ajoutée au niveau des rencontres et des lignes éditoriales.
voici pour ce planisphère. Je remets un tout petit peu, excusez-moi, mes papiers en ordre. À l'ère du numérique et du webinaire, c'est un peu triste. Et après les éditeurs, bien sûr, nous allons passer, je vous le disais, à un pan essentiel mondialement, mais très important dans le tissu français, nos libraires. J'ai su le chiffre, mais je l'ai oublié, du nombre de libraires dans votre beau pays. En tout cas, chez nous, nous pouvons dénombrer jusqu'à 20 000 points de vente si on élimine, pardon, si on met tous les niveaux ensemble, on appelle ça le niveau. Les librairies de premier niveau sont encore très nombreuses, c'est les plus grandes avec aussi un aspect quantitatif en nombre de références. Certains d'entre vous visitent les librairies parisiennes, peut-être même celles de province. Tout le monde a entendu parler de Mola à Bordeaux ou de Ombre Blanche à Toulouse. Ce sont plus que des libraires. Il y a un syndicat de la librairie, ce sont des vrais acteurs des discussions, ces libraires-là indépendants très très gros et de l'animation. C'est même plus important d'obtenir une conférence à Mola ou à Ombre Blanche que de passer à la télévision, et je ne suis vraiment pas ironique en disant ça. Voilà, les grandes surfaces culturelles, mais comment dire, en tout cas non, c'est pas malgré le rachat, enfin l'évolution de la FNAC, disons, récente, a permis aux espaces culturels Leclerc et au Cultura de se développer en termes et qualitatifs et quantitatifs. La FNAC a eu bien des souffrances, a été une des premières chaînes, certes. J'y ai travaillé 2 ans, je la connais très bien de l'intérieur, dans ma grande jeunesse. C'était d'ailleurs à la belle époque, et aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. On avait l'habitude de dire « et il y a des vrais libraires à la FNAC ». Il y en a encore quelques-uns, Dieu merci, mais c'est plus du tout, malheureusement, le livre, leur fer de lance. Ils vendent jusqu'à l'aspirateur, ils sont revenus à leur début. Et les éditeurs français en souffrent beaucoup. Mais les espaces culturels Leclerc et les Cultura ont tendance à devenir également de vrais acteurs d'événementiel aussi. C'est pour ça que c'est en termes aussi qualitatifs que c'est important, parce que ils ont un vrai système de réseau entre eux, un vrai système de partage de coups de cœur, et que quand on arrive à séduire leur chaîne, ça fait aussi beaucoup d'événementiels sur place et pas seulement une grosse commande pour satisfaire son diffuseur-distributeur. Ces grosses ou moyennes librairies, pour revenir aux indépendants, subsistent aussi grâce à ce prix unique. Elles n'existent pas que dans les grandes villes. Pour vous citer la ville où j'habite et qui est intramuros, une toute petite ville à 70 000 habitants, nous avons 2 librairies de plus de 1000 m² en plus d'une FNAC, donc, et d'un espace culturel Leclerc, mais en périphérie de la ville. Et ces librairies se portent plutôt pas mal, donc ils font vraiment partie de la vie d'ailleurs. Disons que le libraire en France est resté comme un commerce un peu à part, un peu un notable, un peu quelqu'un chez qui on vient chercher conseil. Et je sais que chez vous ça existe aussi, bien sûr, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais son rôle a été préservé par le fait qu'il a au moins pas à se défendre du prix qu'il pratique en magasin. Voilà. Qu'est-ce que les librairies deuxième niveau sont très nombreuses, les maisons de la presse sont assez importantes, mais c'est un territoire assez difficile à conquérir puisque elles ont un choix assez réduit, un turnover énorme. Les librairies de deuxième niveau chez nous sont soit des librairies spécialisées, il y en a beaucoup en BD ou en imaginaire, elles se développent de plus en plus, on appelle l'imaginaire, science-fiction, et littérature de l'imaginaire. Les grandes surfaces alimentaires qui se redessinent en termes de marketing assez récemment avec des points, disons, bien-être, qui ne veulent plus faire que du surgelé, etc. Il y a une vraie tentative de slow life en France, sont devenus des acteurs assez intéressants. Alors c'est pareil avec un assortiment très court et des prix de vente plus faibles, donc on ne peut pas partager tout, mais ce sont de bons acteurs pour les points de vente. Vous verrez tout ça s'équilibre sur le diagramme suivant. Des très petits points de vente importants pour nous, on parle aussi ici dans les librairies de troisième niveau, pensez-y pour le diagramme suivant. Il y a aussi la librairie en ligne et l'export et la francophonie, donc c'est assez important. Ces points de distribution, alors tous les connaître c'est impossible, on y reviendra
mais c'est parce que ce tissu est riche que la vie éditoriale est intéressante en France, mais c'est parce que ce tissu est si riche et que le secteur éditorial, la production éditoriale française a ses défauts, que notre réseau de diffusion-distribution est assez, comment dire, à la peine. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Un petit diagramme, ici c'est pas le SNE mais c'est JFK qui vous donne ces données, qui montre quand même que effectivement notre premier niveau tient le dessus du panier, que les grandes surfaces alimentaires sont quand même importantes, mais que ça reste équilibré et que donc les moyens d'action doivent être assez équilibrés pour un éditeur. Il y a toujours un petit souci quand on est un petit éditeur avec des services pas du moins équipés. Pour les libraires, la transition, on a passé la chaîne intermédiaire et on va arriver à ce qui fait est censé du moins faire le trait d'union entre l'éditeur et les libraires, le diffuseur-distributeur. Comment vous dire en peu de mots, parce qu'on va effectivement pas y passer tant de temps que ça. Je ne suis pas du tout convaincue de notre système de diffusion-distribution française. C'est pour ça que je ne vais pas essayer de vous le vendre à vous, qui êtes de l'autre côté d'un océan. Je ne vois pas comment vous pourriez mieux vous en sortir qu'un indé ou qu'un moyen français. Je ne connais pas un éditeur satisfait de son diffuseur-distributeur, ni de ses conditions financières, ni de son travail en amont ou en aval. C'est sans doute, je vous le disais tout à l'heure, les cartes ont été redistribuées, oui c'est vrai, sur le paysage économique, légal et de la production, c'est-à-dire des éditeurs eux-mêmes. Mais voilà peut-être le dernier pan à vraiment réorganiser en France. C'est vérolé, c'est verrouillé, vous n'êtes pas un client. Les frais sont très chers, il n'y a aucun droit, aucun moyen d'action. J'ai connu un éditeur qui s'est fait rappeler à l'ordre parce qu'il a osé envoyer un dossier de presse de 3 pages et des remerciements à son équipe de diffusion, et on lui a dit qu'il avait l'interdiction de communiquer avec parce que ça leur mettait trop la pression et que ça n'était pas normal. Que voulez-vous faire? Soit vous êtes pris parce que c'est bien, il y a des clients et des forfaits de base, mais vous n'aurez pas de retour, ça coûte très cher. Je suis jamais rentrée, j'en ai beaucoup parlé avec vous autres, mais je suis jamais rentrée dans le détail. Je sais que ça coûte très cher pour un éditeur canadien de rentrer auprès d'un diffuseur-distributeur. Ça ne vous assure pas d'une communication au sens médiatique, donc ça veut dire il vous faut prendre aussi une attachée de presse. Parce que votre diffuseur aura toujours une bonne excuse pour vous dire qu'il a réussi à placer 10 livres à Paris en général. C'est vrai que le tissu est compliqué, c'est vrai que déjà la production française les occupe bien, c'est vrai que le système est à revoir sur la rémunération, les retours, etc. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout convaincue pour nous-mêmes quand je travaille en conseil avec mes clients français. Parce que je peux les conseiller sur du secrétariat des contrats, des achats de droits ou ce genre de contrats avec leurs diffuseurs-distributeurs. J'ai le même genre de discussion. Beaucoup d'indépendants cherchent à inventer un nouveau système. Je pense qu'ils vont y arriver parce qu'ils ont la rage. C'est des quadras, un peu comme moi, qui ont fait le bilan, qui sont arrivés à la fin de l'âge d'or, qui ont vécu ici les 10 ans de vache maigre et de restructuration du secteur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, peut-être que vous me poserez d'autres questions tout à l'heure, j'imagine sans doute qu'elles seront nombreuses, mais je suis pas convaincue, vous l'aurez compris. Il y a près de 200 distributeurs, s'il est trop petit, il ne sert à rien, il n'a pas de moyens. S'il est trop gros, on retombe dans cela et c'est très verrouillé. Et je vais quand même vous donner, je suis désolée, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas du tout comment tout ça est pris et si vous bouillez ou si vous approuvez ou si c'est nul. Voici quand même les questions à poser pour ceux que ça intéresserait. Quels sont ces niveaux de diffusion-distribution? On l'a vu avec les niveaux de librairie tout à l'heure. A-t-il accès, a-t-il une bonne connaissance de ces niveaux de librairie? Est-il bien implanté sur notre territoire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que 5 grosses mégalopoles. Et encore une fois, des librairies, il y en a vraiment partout, même dans des villages de 500 habitants en France.
parce que dans ce cas, elles deviennent aussi café, librairie et lieu de vie et de culture. Le livre est vraiment un lieu de culture en France. Assurez-vous de ça. Est-ce qu'il s'occupe des nouveautés et du réassort? C'est quelque chose d'important. Le réassort coûte souvent très cher. Certains ont essayé de le faire passer comme un service à part et tout est devenu très compliqué. Et quel est son coût direct? C'est-à-dire que quel est son coût direct au forfait? Il y a plein de petits forfaits cachés chez les diffuseurs-distributeurs. Et quel est son coût indirect au niveau tous les services additionnels et les pourcentages pris sur le chiffre d'affaires. Voilà pour la diffusion-distribution. Hop, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Évidemment, c'est Acrobat Pro qui me dit qu'une mise à jour est disponible. Nous allons passer, à nouveau je me rassemble et je vous laisse peut-être respirer, noter vos questions. Partie marché du livre, nous avons vu quelques enjeux, les principaux groupes et toute ma colère contre nos diffuseurs-distributeurs. Et nous allons pouvoir attaquer les méthodes de prospection et de négociation puisque je vais faire la transition comme cela. Je suis assez convaincue et mon expérience, évidemment dans mon agence, m'amène à penser que j'ai raison, que la diffusion de vos livres vient de la cession de droit et de la cession de droit vers la France. Alors les cessions de droit, on en parle beaucoup pour l'étranger. Vous êtes en train de préparer votre Francfort 2020. Préparez-le bien, c'est un enjeu important. Les droits étrangers, vous êtes très attendus aussi en Allemagne, en Espagne, dans toute l'Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas, la France, malgré tous ses avis caricaturaux, son impolitesse légendaire et sa façon de râler, s'est rendu compte que, mon Dieu, il se passait tellement de choses intéressantes chez vous, et notamment en création et en littérature, que tout à coup on s'est souvenu que ça pouvait avoir lieu et que ça pouvait avoir lieu dans un vrai prix et une vraie ligne éditoriale. Donc la littérature québécoise est en train de faire un bond depuis quelques années, un peu partout dans le monde. Bravo, félicitations pour votre travail à tous, c'est très sincère. Et je suis vraiment persuadée que la québécois est là-dedans. Alors c'est aussi un danger, vous confiez évidemment les chances de succès, mais vous confiez le challenge à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, si vous le choisissez bien, qui connaît bien son marché, qui saura en assumer les spécificités, qui aura en tout cas normalement une politique de communication, voire une attachée de presse, qui pourra parler aux interlocuteurs du livre de poche pour, s'il se plante en grand format, ce qui est toujours possible, parce qu'il peut évidemment pas vous donner de garantie de succès, pourra donner une deuxième vie à votre livre en poche, en suivant aussi dans le parcours du marché du livre français quelque chose d'assez vertueux en fait. Le marché en ça est sans fin. Et je vais vous parler, on va résumer un peu les méthodes de prospection et de négociation évidemment des contrats. Évidemment, pour ce qui concerne le marché français, vous avez un autre avantage dans la cession de droit, c'est qu'il n'y a pas de frais de traduction. Et on parlera par contre des spécificités du texte quand il y en a, mais il n'y a pas de frais de traduction. Alors la France, évidemment, peut aussi se tourner vers vous pour des raisons pas d'économie, le prenez surtout pas mal, mais du coup, c'est en compte, vous prenez pas mal non plus, je parle un peu vite parce que je vois le temps qui file, de travailler avec vous. Hop! Voici un peu, et on va passer assez vite sur ces diapos qui sont des résumés, les méthodes de prospection. Il va falloir faire un tri dans votre catalogue, définir vos objectifs évidemment, peut-être des priorités si vous êtes avec plusieurs catégories de livres. Peut-être aller choisir dans celles qui se vendent bien en France et pas s'écharper si vous faites que de la religion. Vous avez vu que c'est pas un secteur qui se vend très bien chez nous. Comment identifier vos interlocuteurs, comment les démarcher évidemment, et quel genre de matériel, à nouveau avec vos spécificités, vous pouvez leur envoyer. Le suivi est sans doute la partie la plus simple. Allons-y. Je suis désolée, j'accélère un peu, je stresse du temps qui passe. Identifier votre catalogue. Il faut évidemment une petite connaissance du marché français. En tout cas, ça pourra vous faciliter la tâche pour cibler encore mieux. Mais sinon, j'ai envie de vous dire que vous êtes éditeur et c'est vous qui avez choisi vos titres. Donc, misez sur votre instinct, sur votre parler de vos titres comme un éditeur. Rappelez-vous, je pense vous avez tous rencontré des éditeurs à l'inverse qui ont essayé de vous vendre des choses peut-être. Ceux qui vous marquent, c'est ceux qui
qui semble tellement enthousiaste que même quelque chose qui n'a pas l'air dans votre ligne, vous avez envie de le lire. Faites-vous confiance et puis après surtout ayez conscience, je le rappelle dès là, qu'il faut beaucoup d'acharnement et de patience. C'est un métier très long. Vous avez à nouveau comme avantage qui réduit un peu le temps d'être dans la même langue, mais parce que forcément des fois c'est encore plus long, il faut faire lire à des lecteurs en Corée par exemple, les lecteurs de français ont une liste d'attente énorme. C'est le cœur qui compte, même si votre sélection doit être faite avec bon sens. Ensuite, il s'agira, ça ne tourne plus ici, c'est-à-dire identifier vos interlocuteurs. Alors ici, je vais vous mettre un dernier lien, je crois, si je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, qui est un des liens, un des nombreux liens que vous pouvez avoir, mais qui est le site du Bureau international de l'édition française, qui contient un petit annuaire, qui en plus sera, je pense, sera très complet après notre Francfort cette année, puisque beaucoup d'éditeurs seront sur le stand collectif du BIEF. Vous pouvez faire évidemment des recherches, toutes sortes de documents dont ceux que je vous ai envoyés aujourd'hui peuvent vous aider. Je vous conseille de vous intéresser encore une fois aux indépendants, donc d'aller sur les sites des régions qui font un gros effort. Les sites internet des maisons d'édition ne sont pas toujours très jolis, mais en tout cas, on mérite d'exister. Essayez toujours, vous pouvez aussi, c'est une bonne méthode pour les auteurs étrangers, cherchez même sur Amazon, par exemple, qui publie le même auteur que vous dans toutes les langues, ça vous fait un point commun. Où les rencontrer? Alors, une fois qu'on se connaît un peu, le téléphone, tout ça, c'est super. Les démarchages par email, on en parlera après, ça représente 80% du démarchage. Mais évidemment, je ne peux que vous enjoindre à aller au Salon de Paris et à la Foire de Francfort. La Foire de Londres, beaucoup de Français se déplacent aussi. Les salons, rien ne remplace les salons. Je vous dis, je suis génération XYZ, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fatigue ces salons, mais rien ne me remplace pour une première rencontre et une prise de contact les salons. Et je vous enjoins, je sais que pour vous c'est très loin, c'est souvent cher, tout de notre côté de l'océan, mais voilà, il faut essayer de venir nous rencontrer à Paris. Mais je vais vous parler des spécificités de ce démarchage par email parce que le français est aussi râleur par email. J'ai eu le plaisir de faire 3 mentorats pour Livre Canada Books vis-à-vis du Salon de Paris. Et ma foi, je pense qu'un jour, peut-être, Christy, ce serait une bonne idée de faire un espèce de bêtisier de réponses d'éditeurs français. J'essayais d'en faire rire les mentorés quand ça arrivait, mais mon Dieu, qu'ils ont eu des réponses de maladresse et voire carrément de « mais je ne vois pas, ce qui vous fait penser que vous pouvez m'écrire ». Ou alors pas de réponse du tout. Le mail est un vrai exercice de style, c'est quelque chose qui doit être court et succinct et qui doit être très franc et sincère, et les relances sont compliquées. Les éditeurs français sont traduits en français et l'anglais, donc les éditeurs français, comme beaucoup d'autres pays, souffrent, et je n'attaque personne, mais d'attaques hors règle, non pas de robots chinois Google, mais d'agents littéraires américains. Certains, même très spécialisés, comme la responsable libre pratique chez Flammarion, reçoit 30 à 50 projets par jour par sa boîte mail. Et c'est un des problèmes qu'on verra ensuite. Ça ne peut pas être l'unique façon de démarcher, et il faut absolument comprendre que si on ne vous connaît pas, il faut tenter ensuite l'appel téléphonique, etc. À nouveau, la langue et la non-barrière de la langue vous permet d'être plus efficace. Donc, essayez d'aller en salle. Cet email vous permet d'envoyer ça parce que je sais que d'envoyer du papier c'est très cher. Essayez d'être court et concis, d'envoyer vos argumentaires et selon la taille de votre maison d'être assez régulier. Pour quelqu'un qui ne vous répondra pas de suite, la régularité d'envoi d'une newsletter, une régularité mais pas trop souvent non plus, vous assurerait une connaissance. Je me suis souvent prise comme ça moi-même, avec certains marchés pour arriver à rentrer dans les maisons. Et puis un jour, ils deviennent curieux. Donc évidemment, une petite présentation succincte de la maison, un avant-programme, et je crois qu'ensuite, je suis désolée, je vais rentrer vite au livre. Par rapport à ce que je vous annonce pour la prospection, évidemment, vous voyez que le livre finit, et moi-même, avec mes clients québécois, c'est pour ça que je vous en parle, on a bien le souci. Mais du coup, on s'est arrangé et je me fais envoyer un stock ici.
puisque pour nous, en France, les envois sur toute l'Europe sont vraiment très peu chers. C'est le prix d'un courrier normal, enfin d'un courrier papier normal. Je sais que pour vous, c'est quasiment impossible d'envoyer 30 ou 40 exemplaires d'un livre, par exemple, ce qui est une petite moyenne après un salon pour un même livre. Donc ça peut faire jusqu'à une centaine de paquets. Après une foire de Francfort, ça peut vite devenir un vrai investissement. C'est bien dommage. Je n'ai pas la solution pour vous, vraiment pas, parce que je la cherche aussi pour mes clients et la seule solution est de faire un intermédiaire ici. Et vraiment ne pas l'envoyer, c'est diviser encore par deux les chances de votre prospection. Et encore, je pense que je suis résolument optimiste en disant que je ne divise ça que par deux. Voilà, donc le fichier numérique est une chose. Voilà un autre problème et dont la même éditrice me parlait. Elle ne supporte plus de cliquer sur 1, 3, 2 liens, enregistrer un PDF quand il veut bien s'ouvrir ou quand il ne bloque pas son foutu pare-feu réglé par son maudit webmaster qui n'y connaît rien. Puis classer des PDF quand on en reçoit 30 à 50 par jour pour les mettre en lecture, c'est un calvaire. Moi, j'y crois pour aucun marché, en fait, à cette prospection. Enfin, à cette prospection seule, il y a toujours un moment où il faut envoyer quelque chose. Et c'est assez souci. Voilà. Ensuite, alors je fais juste, je vois quelques notes qui s'accumulent, mais j'y reviendrai après, parce que je n'arrive pas à lire et me concentrer en même temps. Il est en fil. Ça va comme ça, j'espère. Tic, tic, tic. Ensuite, vraiment perdu. Oui, suivi de la... Oui, ben voilà. Bien, tout à fait. Nous avons parlé du livre, excusez-moi. Il y a toutes sortes de matériel complémentaire. À la limite, j'ai envie de finir sur une note un peu positive. Ce matériel complémentaire devient, du coup, dans la prospection, un matériau à l'envers et devient presque plus important que le livre. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est grâce à ce matériel complémentaire qu'au bout de 2, 3, 6 envois, enfin pas 6 envois du même matériel, mais 6 relances à base d'un petit matériel complémentaire différent, on arrive enfin à susciter un intérêt et on nous dit enfin, ah tiens, ce coup-ci, envoie-moi le PDF, vraiment, charge et je le lis. Donc là, c'est un peu fou, nous ne recevons plus des confirmations de lecture, il faut arriver à obtenir une confirmation de mise en lecture, de désir de lecture. C'est vraiment ça, et même avec la France qui compte. Donc, ce matériel complémentaire, il est sans fin, il est très inventif. Nous, on essaye d'en faire un sujet d'amusement et de créativité à l'agence, d'y mettre nos petits avis, de surtout le répertorier et toujours en stock pour les raisons que je viens de vous donner. Voilà, voilà. Et ceci, ça lag un peu, Christy, j'espère que c'est pas mauvais signe quand j'essaye de passer les pages. Mais tout va bien, ça vient de passer. Oh mon Dieu. En tout cas, vous m'entendez. Tout va bien. Donc, réflexion, des relances régulières, et suivant vos enjeux aussi, évidemment. Les relances simples, tempo, relance simple, c'est au sens êtes-vous là, avez-vous lu, avez-vous reçu, voici mon dossier de presse. Et comme je vous disais dessous, toujours il y a de joindre une nouvelle information. N'hésitez pas, je ne parle plus la France, à tenter de temps en temps, quand vous avez vraiment une conviction très forte, quand vous avez le nom de la personne, etc., à tenter un coup de fil. Pourquoi pas? Alors, si on vous jette 2 ou 3 fois au standard ou si la personne est en rendez-vous, permettez-vous de demander à laisser un message ou une adresse email directe et de dire vraiment je souhaiterais fixer un rendez-vous téléphonique. C'est un petit peu mettre le pied dans la porte, comme on dit nous. Mais ça peut encore marcher. C'est des méthodes, voilà, il faut avoir du temps à nouveau pour faire tout ça. Mais voici. Quand on à avoir des touches et donc à avoir des contrats, comment négocier? Et je ne sais pas, ça lag à nouveau, pourquoi? Allez. Et deuxième point, les méthodes de négociation. Le quatrième point, webinar.
Les conditions principales, on y viendra vite, les différents types de cessions, les 3 principales et un petit, les différentes modalités de cession et un petit topic sur les droits numériques qui se sont bien régularisés aujourd'hui. Un souci à tourner les pages. Je vais passer par là. Hop. Les conditions principales. Alors comme ici, nous avons un training du livre, vous savez sur quoi asseoir votre taux de royalty. J'y reviendrai après et vous allez pouvoir négocier avant même de rentrer, c'est mon conseil en tout cas, dans la rédaction du contrat, c'est 4 points très particuliers. Pour les territoires, je vous conseille de bien réfléchir aussi à quelle est la meilleure opportunité. Par exemple, moi souvent, et mes clients québécois y accèdent, je conseille de laisser évidemment la Suisse et la Belgique, sauf pour les salons où vous participez, à l'éditeur français, à qui ça coûtera moins cher en export qu'à vous. Et donc, en principe, à la fin, que ce soit pour l'auteur ou pour vous, il y a plus de revenus à percevoir. Du coup, vous pouvez peut-être laisser tout l'export européen, c'est ce que je conseille, dans les contrats de cession de droit à l'éditeur français. Annexe, soyez vigilants. C'est aussi lui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a accroché le livre de poche et les clubs, puisque France Loisirs est un partenaire très étroit des éditeurs français. Mais revoyez bien leur taux de répartition, ne signez pas un 50-50. Sachez qu'en France, l'éditeur doit au moins 50% à son auteur, mais qu'avec vous, je vous conseille de négocier un 60%, voire plus, suivant le titre que vous vendez, en votre faveur, un petit peu à l'américaine, mais pas tout à fait jusqu'au boutiste. La durée du contrat, au-delà de 7 ou 10 ans, c'est bien suffisant pour faire des points, surtout qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi va être relis. Je pense que les évolutions majeures ont eu lieu, mais qu'elles seront fréquentes à l'avenir et les lois françaises sont assez efficaces. Pour ces mêmes raisons, je vous conseille de signer aussi peut-être sous la loi française, qui est très protectrice, oh mon Dieu, protectrice et de vos droits, notamment sur le contrôle de l'exploitation. Voilà, j'ai l'impression de ne pas trop respecter mes diapos, c'est pas grave, j'espère que c'est pas grave. Alors, et les royalties, donc la valoir est évidemment une libre négociation, c'est vrai dans toute je vous conseille de toujours demander au moins la fonction la moitié du premier tirage en fonction du prix de vente et des taux de royalty que vous voyez dessous. J'essaye moi de mon côté, petit truc de ma vraie vie d'agent, de négocier jamais en dessous de 10%, ça ne passe pas avec tout le monde et en tout cas, utilisez, c'est mon conseil, quand vous êtes à 8%, un taux par palier, le succès doit profiter à tout le monde. C'est un mode très fair play, je trouve, de rémunération. Tic-tac. Hop, voilà. Alors, les sessions sont à privilégier pour les tout petits tirages. Ça peut arriver, il y a pas mal de gens qui font des tirages, d'ailleurs, notamment en tout cas en dessous de 500 exemplaires. Et si vous n'êtes pas très en confiance avec votre partenaire ou que sa notoriété est mal établie, ou par exemple que c'est un tout nouveau qui vient de se créer et qui va sortir votre livre parmi ses premiers. Moi, je conseille aussi le paiement unique. Alors avec vous, j'ai une double raison. D'abord, on a bien autre chose que faire 10 000 factures tout le temps et penser à le faire. Un paiement unique quand le montant le permet, hein, parce que pour les très gros montants, évidemment, c'est plus compliqué. Pour vous, il y a un double souci qui est, pour vous payer, l'éditeur français aura besoin d'un certificat de résidence fiscale que vous mettez très longtemps à obtenir. Donc je vous conseille de toute façon de demander au 1er janvier de chaque année pour toute l'année, il est valable annuellement. Mais il met de 6 à 12 semaines à arriver, c'est une vraie clé, parce que pendant les 3 premiers mois de l'année, ça veut dire que vous ne pouvez obtenir aucun paiement français. Et puis en plus, les paiements sont chers, puisque vous êtes, enfin nous sommes dans les deux sens, hein, assez chers. C'est pas impossible. Et pour ceux que ça intéresse, je connais effectivement les moyens de faire, d'ouvrir une banque en Europe en euros. Mais les deux conditions, je le répète, sont à réunir. Un compte en euros ne suffit pas. Il faut une banque en Europe pour éviter ces frais bancaires qui sont énormes selon les banques. Et donc le paiement unique vous permet aussi de les éviter 2 fois parce que c'est des frais forfaitaires et limités. Et parce qu'il n'est pas toujours évident,
même si c'est une possibilité, de les faire payer par votre créancier, donc l'éditeur français, et de toute façon, même quand il coche les bonnes cases et qu'il l'accepte par contrat, l'éditeur français ne peut jamais aller jusqu'au bout, il y a toujours un petit bout de frais qui vous est imputé. Voilà. Oui, alors j'ai un peu mélangé. Le forfait, pardon, est un paiement unique. De toute façon, il n'y a pas de royalty associé, mais du coup, la parenthèse que je viens de vous faire vaut pour le paiement de tous les contrats, puisque la tradition est souvent de payer en 2 fois, voire en 3 à une époque, à moitié à signature, à moitié à publication. Et en général, moi, je ne me permets pas, en tout cas dans mes négociations. Le contrat doit faire apparaître dans cas, si on est au forfait, j'y reviens, que le tirage est bien unique et très limité. Et le forfait doit absolument couvrir la totalité du tirage à un taux de rémunération fictif qui n'apparaîtra pas au contrat, mais qui reste à la fin qui corresponde à quelque chose. Donc plus proche de 10% si on devait lisser les choses que de 2%. En coédition, alors c'est pour ceux qui font beaucoup d'illustrés, évidemment, ça peut être aussi pourquoi pas utile pour certains livres de beaux textes avec une fabrication très particulière. Ici, je n'ai jamais eu, là, voilà un cas de figure québécois, mais pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu à prospecter, pour des raisons de délai, il faut partir en prospection très très longtemps à l'avance. Par rapport à votre besoin de fabrication, et je n'ai jamais eu ce cas avec mes clients, et puis peu font de l'illustrer de toute façon. Je sais qu'il y a un souci dans nos échanges à nouveau pour le coût du transport, dans un sens ou dans l'autre. À nouveau, pour le régler, il faut pouvoir avoir un temps de transport souple, et ça nécessite du temps sur le planning. Voilà, donc tout est inclus. Pour ceux qui connaissent la coédition, c'est une co-fabrication en fait. On ne met pas forcément notre logo chacun, la couverture peut être différente, le papier et la couleur doit être absolument identique. Voici, ce sont des contrats pas plus compliqués à négocier qui nécessitent juste un annexe un peu précis avec toutes ces mentions. Les usages en France se lissent un peu, ils sont cédés, ça a été une petite interrogation des syndicats d'auteurs, est-ce qu'il fallait un contrat séparé? La réponse a été non, puisque par exemple en France, je ne sais pas en fait si c'est pareil chez vous, tiens d'ailleurs c'est un élément que je ne connais pas. En France, une catégorie et une seule catégorie de droits est cédée dans un contrat séparé, ce sont les droits audiovisuels, donc cinéma et télévision, par les auteurs, c'est exigé par la loi. Donc c'est pour ça que les auteurs s'étaient posé la question. Non, les droits numériques sont bien cédés dans le même contrat, mais depuis cette loi de 2014 dont je vous parlais au tout début, doivent être dans une partie différenciée du contrat, c'est-à-dire avec toutes leurs spécificités, doivent être dans une sous-partie bien adaptée, peuvent avoir une durée inférieure, en tout cas de toute façon il y a un droit de révision régulier pour les acteurs qui se vendent les droits numériques et des deux côtés. L'avaloir, lui, est global et tout s'amortit dessus en général. Le relevé de compte également est commun, mais les parties doivent être bien différenciées également. Que ce soit dans toutes leurs acceptions, c'est-à-dire les territoires, le prix de vente, les soldes, les exemplaires gratuits, etc. etc. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Et il nous reste un petit résumé des points importants des contrats. Et je voulais ici parler de la langue, notamment, et des mentions de copyright, puisque c'est une disons la planète entière. Moi, je surveille le copyright même quand je vais en Espagne. C'est pas une spécificité française, cette erreur. Les éditeurs, ou du moins les services de fabrication extérieurs, souvent des gros éditeurs, c'est-à-dire doublement extérieurs, c'est des agences de com, et les éditeurs n'ont pas du tout la main dessus, le font vraiment à l'américaine. On met le nom de l'auteur et la date de parution du livre, donc c'est absolument stupide. D'autres éditeurs français ont la petite malice, pour rester gentil avec eux, de vouloir vous faire un petit peu disparaître pour faire genre c'est moi qui ai découvert l'auteur, faut pas nier, ça existe. Je l'admets et je lutte contre, parce que non. Pourquoi ils n'ont pas ce problème quand ils traduisent un auteur? Vous, ils ne vous traduisent pas, mais je ne vois pas. Enfin, bon, ça est le débat de la francophonie, n'est-ce pas? Nous avons nos Francforts invités d'honneur séparés, mais la faute en revient à la
France, pas pour rien. En tout cas, c'est une mention à bien vérifier, c'est une mention à bien noter dans le contrat avec un vrai droit de regard. Vous êtes garant et vous pouvez le rappeler puisque le droit français connaît ça, du droit moral de votre auteur, qui lui est garanti par ce contrat et cette exploitation française au même titre qu'un auteur français. Moi, je fais évidemment insérer aussi, bien au-delà du copyright, nos éditeurs québécois sur la page du même auteur avec la date de publication. Il n'y a pas de raison. Et sur la page du même auteur figurent tous les autres titres disponibles, mais pas encore achetés par l'éditeur français. C'est ainsi et c'est fair play. Cette publication peut être plus court que sur une traduction, justement, donc ça permet aussi de jouer des sorties sur le marché et des synergies médiatiques assez intéressantes. Je pense que le contrat le plus rapide, le livre est sorti en 6 mois, du Québec vers la France, que j'ai pu passer moi en tout cas. Et après, vous pouvez tout à fait jouer les délais de publication, évidemment, en fonction des rentrées littéraires, autres spécificités françaises ou non. Décidez bien des droits secondaires cédés et de votre droit de retrait sur les conditions, et à nouveau sur la maquette ou la couverture, si vous en avez l'envie. En cas d'agent, donnez-lui un droit de regard, évidemment, celui qui passe le contrat. En général, il a sa clause additionnelle, prévoyez bien toutes les spécificités. Le droit, c'est pas que du droit, c'est aussi juste des choses qu'on écrit, excusez-moi, dans une langue commune, en bon français juste. Et n'oubliez pas les éléments clés pour les coéditions. Je pense que je vais peut-être, je sais pas, revenir sur cette diapositive en fonction de vos questions. Le temps imparti d'un webinaire ne nous permet pas malheureusement d'étudier un contrat in extenso, et puis de toute façon, ça aurait fini par vous bercer et vous endormir. Donc voilà, je crois que j'en ai fini de mon côté. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et voici nos coordonnées en cas. Coucou Niki. Donc, maintenant, nous vous invitons maintenant à poser vos questions. Un rappel que nous allons utiliser la fonction de questions et réponses dans WebEx, située à la droite de votre écran. Vous pouvez taper vos questions et Niki aura plaisir d'y répondre. Merci. Et donc, j'y réponds par oral, on est bien d'accord. Hein. Attends, je suis pas sur les bonnes. Alors, hop là, excusez-moi. Le PDF de la présentation, oui, je pense que Christy peut vous l'envoyer, bien sûr, je pense. Oui, ça nous pouvons distribuer la présentation par la suite et par courriel et vous aurez l'accès sur notre site web. Une bonne mise en place, haha. Mise en place équivaut à quoi en France? Ça va vous surprendre parce qu'en fait, je sais que ça surprend beaucoup les gens. Quand un éditeur indépendant, je pense à un de mes éditeurs qui fait quand même plus de 60 livres par an, ça commence à faire un petit peu quand même. Il existe depuis 15 ans, arrive à en placer plus de 1000. Il est distribué par Harmonia Mundi, tiens, qui est un diffuseur-distributeur pas trop pourri quand on est sur le ponton. Vraiment d'une bonne mise en place pour un gros groupe. Parlons de la rentrée littéraire française et de ces maudits 500 romans. Qui peut absorber ça? Il faut dépasser les 5000 de mise en place pour une grosse maison. Parce que c'est ainsi dans une grosse maison, le trio de tête doit déplacer ça. Mais vous voyez, 5000, moi je trouve
ça pas énorme. Hein. Pensez, mais là je parle de le roman adulte. Sur la jeunesse, j'avoue, je connais moins les chiffres et sur la BD, on parle plus à 5 chiffres déjà. La jeunesse, pour les gros groupes, ça va être à 5 chiffres aussi, quoi. Alors, je crois qu'ils ont été, par miracle, listés dans le fameux document de livret d'eau. On n'est pas très nombreux. Et la France a vraiment démarré en sub-agent, c'est-à-dire qu'il y a plus d'agents pour l'instant en France qui font le relais vers des pays étrangers. Mais on doit quand même être une petite dizaine à faire le marché français et donc dans le marché international. C'est compliqué de confier que, je ne sais pas s'il y a un sub-agent spécialisé marché français. Nous, par exemple, on ne prend pas que le marché français, on prend les cessions de droits dans leur ensemble. C'est une vraie cohérence que je réclame moi par rapport à mon travail. Alors, je reviens aux questions, excusez-moi, n'hésitez pas à remettre au cas où quelque chose. La remise standard des diffuseurs, distributeurs français, la remise standard au libraire, c'est ça, c'est 30% en standard. Il va négocier jusqu'à 40, 45, ça va rarement au-delà. Est-ce que j'ai répondu à la même question? Oui, je crois. Et la part diffuseur, 40% aussi, en tout. Quasiment entre 30 et 40 aussi pour l'éditeur, et qu'il soit dans son groupe ou pas. C'est hurlé, mais bon. Alors, moi, je trouve, et notamment de l'impression à la demande, il y avait un de mes clients qui avait envisagé ça. Est-ce qu'il est intéressant de faire imprimer en France plutôt que d'envoyer par transport? Ça peut être intéressant, il y a plein de solutions en plus assez propres. Si vous prévenez, bien sûr, par exemple, votre interlocuteur qui va bien recevoir, et il sera content hein, pour celui qui veut, qui va bien recevoir un exemplaire papier, mais que ce ne sera pas forcément peut-être la même qualité d'impression que vous. Oui, je pense que ça peut être une solution d'impression à la demande. J'ai répondu à tout. Oui. On a d'autres questions? Mon Dieu, j'ai été trop rapide. Vous avez rien compris, c'est pour ça. Pardon. Ah, voilà. Est-ce qu'avoir une maison française affiliée par des coéditions permet un meilleur positionnement des produits uniquement par notre maison? Est-ce que je peux vous faire maison française affiliée par des coéditions? Vous voulez dire comme une espèce de joint venture est-ce que c'est bien ça? Je vois ce que vous voulez dire. Ok.
Question difficile, je trouve, excusez-moi. Alors, donc, oui, vous placez un livre en coédition, il va être un grand succès. Évidemment, la question, du coup, enfin, par exemple, je pense cas de figure. Et en tout cas, on va voir qu'il est bien réceptionné par le marché français. Ça pourrait effectivement vous aider à promouvoir vos autres livres auprès du distributeur et ça va vous aider à rentrer chez un distributeur. Mais pour moi, le problème n'est pas tant de rentrer chez le distributeur, c'est pouvoir contrôler son travail après. Et en être satisfait. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a énormément de structures à visiter, leurs équipes sont compressées, sont souvent aussi avec des missions très clairement établies ou moins clairement que ça, de façon moins honnête, disons, pour les maisons mères. Et clairement, par exemple, en période de Noël, bon, on va avoir des priorités, quoi, et ça ne sera pas forcément les petits éditeurs de l'autre bout du monde distribués sur quelques livres. Par contre, pour rebondir sur votre question, être son littérature, évidemment, en jeunesse, ça se fait beaucoup, et c'est plus évident. Les éditeurs jeunesse vont souvent s'acheter une ou plusieurs séries parce qu'elles vont bien marcher, parce que les séries en jeunesse ont ce fonctionnement particulier qu'on rentre vite dans une ligne éditoriale ou pas. En littérature, disons qu'on va se retrouver avec sa famille et qu'on va avoir, moi j'ai le cas pour quelques clients, je sais que j'ai un bastion de prospection de 5 à 10 éditeurs français qui seront toujours les mêmes, même si je vais toujours avoir aussi quelques outsiders, parce qu'il y a une ligne claire, tellement commune, que je suis presque comme obligée par ces éditeurs français à leur envoyer les nouveautés de cet éditeur. C'est ainsi et c'est plutôt vertueux. Donc ces passerelles peuvent exister. Mais encore une fois, pour répondre avec mon avis personnel, oui, ça peut vous aider. Mais devenir le client roi chez un distributeur, c'est vraiment un autre sujet. Les ententes entre les libraires et les distributeurs pour les droits de retour, en fait, la loi française, et c'est la loi française elle-même qui fixe. Par rapport aux nouveautés, il y a un droit de retour d'1 an des libraires auprès des diffuseurs distributeurs et auprès du distributeur en tout cas exception, mais c'est pour les grandes chaînes qui sont pratiquées pour le taux de retour. Et souvent les petites, enfin vous avez vu que le tissu des ventes est très fait sur des petites et moyennes librairies. Et ces personnes-là manquent de place, mais beaucoup entassent et retournent 1 à 2 fois par an seulement, parce que voilà, elles n'ont pas les moyens d'avoir un flot continu. Donc c'est des mauvaises surprises au bout d'1 an et on s'y attend pas forcément. Distributeur qui me semble plus intéressant pour vous particulièrement. Ah mon Dieu, si vous saviez depuis combien d'années on me pose cette question. Non, pour être honnête, non. Les micro-distributeurs, je ne les connais pas assez. Harmonia Mundi, encore une fois, est quelqu'un qui cherche au moins à définir elle-même une propre ligne de distribution. Donc, je trouve ça intéressant. Tenez, je ne sais pas du tout s'ils font des Québécois. Et j'ai envie de vous dire que ce métier doit revenir aussi à ce qu'il doit être, c'est-à-dire une vraie entente humaine et des vrais choix à faire ensemble. Alors, de faire vos choix en fonction des rencontres que vous aurez et de les transformer évidemment sur certaines prises de position, disons éthiques, dans le contrat, mais d'y aller comme ça. Donc j'essaye de creuser cette question, mais je suis tellement pas convaincue. Je vais faire le travail. Je vais essayer. Oui, vous pouvez démarcher les libraires directement, c'est possible. Ça s'appelle la surdiffusion chez nous. Après, vous allez retomber sur un autre problème. Le libraire voudra bien vous commander des livres à moins 30%, etc. Mais vous allez avoir un problème de frais de port. Mais vous pouvez faire un travail directement auprès des libraires, bien sûr. C'est ce que je vends à certains clients, par exemple. Parce que mes petits ou à certains artistes ou auteurs, pardon, pour mes auteurs, ceux que je représente, on peut le faire en complément de l'éditeur, parce que ça fait partie de la vie aujourd'hui et que c'est un réseau à animer
et qui sont plutôt ravis quand on les cible bien, quand on leur propose des choses. Et des choses différentes. Alors, on cible un peu d'animation de surface de vente, qu'elle soit réelle ou au moins des affichettes à envoyer par mail, des choses qui coûtent pas cher, un petit dossier de presse, ils sont ravis d'avoir ces choses-là. Le fichier assez bien fait, bon, assez cher évidemment, mais assez bien fait auprès du syndicat national de la librairie en France. Mais vos questions m'orientent vers, oui, pas squeezer le distributeur, diffuseur, mais vous passeriez avec lui auprès des libraires est sans doute une bonne idée. Ça prendra forcément un peu de temps de vous faire votre petit réseau de base. Mais enfin, je crois que ça prend du temps de construire une maison d'édition et de faire... ça va être les mêmes démarches que vous connaissez pour votre territoire, j'en suis certaine, puis vous saurez le faire en direct. C'est sans doute plus confortable en plus pour vous que ces relations légales, marketing avec un diffuseur-distributeur, quoi. La question est très affinée, on parle poésie maintenant. La poésie aussi commence à s'acheter un peu, mais enfin, on va pas se leurrer, effectivement, c'est compliqué. Libraire, dans ce cas, à nouveau. Ou un agent vraiment spécialisé enfin, un surdiffuseur, quoi, qui vous fasse un joli petit travail sur mesure. Ouais. Toujours pas clair, hein. Je suis désolée. Vous me posez la question de toutes les façons. Je pense que vraiment le lien direct ou la dédication directe à cette tâche par quelqu'un en qui vous avez confiance et dont c'est la mission sera plus efficace. Peut-être le web. Les blogs sont assez influents. Tenez, quelque chose qui pourrait vous être accessible. Je savais que ça serait sur les distributeurs, les questions. Quel est le pour paiement? Ah, le certificat de résidence fiscale. En fait, c'est ce qu'on appelle les documents pour éviter la double taxation. Donc, nous, ce qu'on appelle la TVA, et vous l'avez appelé. Il faut pouvoir le produire pour qu'on puisse ne pas retenir certaines taxes. En fait, c'est ce qui, si vous le demandez à votre service des impôts, zut, comment ça s'appelle chez vous déjà, je ne sais plus. Christy, si tu es là, aide-moi. Je ne sais pas si tu le sais. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est un trou, ça me reviendra peut-être. Et donc, c'est pour certains pays, ça s'appelle, c'est un papier à remplir et à faire signer par des services. Et en tout cas, avec la France, c'est votre certificat de résidence fiscale qui dit donc que votre société est bien immatriculée sur votre territoire et qu'elle paye déjà ses taxes là-bas et qu'elle n'a pas à les payer en Europe. Et ça vous permet d'économiser 20%. Là, par exemple, pour vous dire qu'il vaut mieux être patient pour votre paiement que de vous faire payer, parce qu'après, dans l'année, vous avez un an si vous vous faites payer pour récupérer des taxes. Service. Mais là, ça devient un enfer. Moi, j'ai eu le cas avec un éditeur qui était pressé sur un éditeur canadien, québécois, qui était pressé sur un contrat d'être payé. On a été payé, en plus c'était un gros contrat, là c'était par l'Allemagne, mais anyway, c'est le même fonctionnement. On vient seulement au bout de 8 mois supplémentaires avec les services fiscaux allemands d'obtenir le papier qu'il nous fallait pour récupérer les 15% qui avaient été prélevés par le service des impôts allemands et que mon éditeur était en droit de récupérer. Ça a été une horreur. Il a fallu traduire des pages et des pages de documents légaux. Ça a été vraiment horrible. Donc voilà, c'est pour vous éviter 15 à 20% de taxation, de prélèvement en fait sur votre somme à la source. Voilà, ça répond à votre question, j'espère. De rien, je vous en prie.
Donc, si c'est tout pour les questions, merci beaucoup. Je remercie Nikki pour sa présentation et pour avoir mis en lumière la façon dont les éditeurs canadiens peuvent vendre leurs livres en France. De plus, mes remerciements vont aussi à tous nos participants. Je vous rappelle de bien vouloir remplir le formulaire d'évaluation qui apparaîtra aussitôt que WebEx sera fermé. Si vous avez des questions ou commentaires additionnels, n'hésitez pas à me communiquer par courriel. Finalement, je tiens à remercier le gouvernement du Canada par l'entreprise du Fonds du livre du Canada de patrimoine canadien pour l'appui financier de ce webinaire. Merci encore à tous et bonne journée.